Mesdames les secrétaires perpétuels, chers confrères, chers amis, à un profane qui parle de Claude Bernard devant une assemblée de savants, la sagesse commande de rester prudemment à l'écart de tout ce qui concerne son apport scientifique ou l'originalité de sa méthode pour ne s'intéresser qu'à sa vie. Je commencerai donc par ce tout jeune homme venu à Paris en 1834, à l'âge de 21 ans, et qui ne songeait pas encore à révolutionner la médecine. Si la postérité devait retenir son nom, ce serait, croyait-il, comme auteur de théâtre. À 19 ans, il avait écrit un vaudeville intitulé « La rose du Rhône », qu'il avait fait jouer à Lyon et qui lui avait rapporté 100 francs. Ce petit succès lui avait donné de grands espoirs. Il s'était attelé aussitôt à l'écriture d'une œuvre plus ambitieuse, une tragédie historique en 5 actes intitulée « Arthur de Bretagne ». Ses amis lui avaient conseillé de monter à Paris pour la faire lire à un homme dont l'opinion faisait alors autorité en matière de théâtre, Saint-Marc Girardin, critique littéraire au journal des débats et à la revue des Deux Mondes, professeur à la Sorbonne, futur député, futur ministre de l'Instruction publique, futur membre de l'Académie française élu contre Alfred de Vigny et reçu par Victor Hugo. Il est aujourd'hui oublié, mais c'était à l'époque un personnage considérable. En se rendant chez lui, le jeune Claude Bernard était ému et intimidé. Girardin avait pris le manuscrit, il avait entrepris de le lire jusqu'à la dernière page, puis il avait levé les yeux vers son visiteur. « Vous avez un certain talent comme auteur, mais pas suffisamment pour que cela vaille la peine d'y consacrer votre vie. Vous avez fait de la pharmacie, me dites-vous? Alors faites de la médecine et gardez la littérature pour vos heures de loisirs. » Le jeune homme avait effectivement appris à son hôte qu'il travaillait chez un apothicaire lyonnais. Ses parents l'avaient placé là parce qu'ils ne savaient plus que faire de lui. Il avait échoué au baccalauréat. Manifestement, il n'était pas fait pour les études. Faute de mieux, on lui avait donc trouvé cette place de commis. Mais il s'ennuyait à mort dans l'officine du sieur Millet, où l'on continuait à préparer, comme au temps d'Avicenne et comme dans la Grèce antique, l'irremplaçable thériaque, composé de plusieurs dizaines d'ingrédients, dont l'opium, la réglisse, le millepertuis, le castoreum ou le bitume, sans oublier la chair de vipère séchée. L'universel remède, jadis administré au roi Mithridate en guise d'antidote, était encore prescrit 2 millénaires plus tard pour guérir toutes sortes de maux. Le jeune apprenti ne vivait que pour les rares moments où il pouvait ôter son tablier pour courir au théâtre. C'était cela qui le faisait rêver. Devait-il y renoncer à présent? Devait-il admettre qu'il n'avait pas le talent nécessaire? Sur le moment, il était dévasté par le verdict de Girardin. Il avait envie de s'insurger, mais en lui-même, il sentait que l'éminent critique ne se trompait pas. Alors, avec beaucoup de lucidité et beaucoup de courage moral, il renonça à ses ambitions littéraires. Il se replongea dans ses livres scolaires et se présenta de nouveau au baccalauréat, qu'il finit par obtenir quelques mois plus tard. Puis il alla s'inscrire à la faculté de médecine de Paris, où, soit dit en passant, il ne fut pas le plus brillant des élèves. Comme le rapportera plus tard son ami Paul Bert, qui lui succédera au Collège de France,
Ses camarades ne soupçonnaient pas ce que recelait en son vaste front cet étudiant silencieux, peu attentif aux leçons des maîtres, et dont le calme méditatif était volontiers taxé par eux de paresse. Claude Bernard passa l'externat en 1839, mais laborieusement, se classant 26e sur 29. Et s'il devint en 1843 docteur en médecine, il échoua l'année suivante au concours d'agrégation d'anatomie et de physiologie. À vrai dire, rien dans son parcours ne laissait deviner qu'on allait voir éclore l'une des personnalités les plus remarquables de l'histoire des sciences. Peut-être faudrait-il se demander d'ailleurs si ce n'est pas justement cette absence de lustre qui explique sa grandeur. L'un des drames des médecins d'autrefois, tels qu'ils ont été abondamment moqués par Molière et tant d'autres, c'est qu'ils officiaient avec suffisance et faisaient taire les profanes en leur assénant des citations de Galien, d'Hippocrate ou de Rhazès, truffées de mots opaques et dans une langue que le vulgaire ne comprenait pas. Tout autre était Claude Bernard. Nul pédantisme, dira à son propos Louis Pasteur, nul travers de savant, une simplicité antique, la conversation la plus naturelle, la plus éloignée de toute affectation, mais la plus nourrie d'idées justes et profondes. Et les frères Goncourt se montreront subjugués quand ils l'entendront dire « on a trouvé » à propos de ses propres découvertes. Cette modestie n'était pas seulement une forme de politesse et d'élégance morale. Elle était également le reflet d'une approche scientifique nouvelle. Son objectif n'était pas de faire une découverte spectaculaire, ni de trouver un remède miracle. L'homme était bien plus ambitieux que cela. Il voulait tout bonnement fonder une autre médecine. De son point de vue, celle-ci devait être reconstruite à partir de zéro, et cette fois comme une vraie science. Il fallait reprendre l'étude de chaque organe, de chaque sécrétion, de chaque tissu, de chaque nerf, comprendre leurs fonctions et déceler de ce fait les véritables causes de leur dysfonctionnement. Toute sa vie, il se battra contre l'idée si fortement ancrée dans les esprits, selon laquelle il y aurait une différence fondamentale entre les sciences qui traitent de la matière et celles qui traitent du vivant. Les premières obéissant à des lois immuables, les autres laissant une place à l'insaisissable, à l'incompréhensible, à l'aléatoire, au mystérieux, à ce qu'on appelait la force vitale. Il écrit « Quand un phénomène obscur ou inexplicable se présente, au lieu de dire « je ne sais », ainsi que tout savant doit faire, les médecins ont l'habitude de dire « c'est la vie », sans paraître se douter que c'est expliquer l'obscur par plus obscur encore, avant d'ajouter avec un brin de provocation que la vie, invoquée dans ce cadre, n'est rien qu'un mot qui veut dire ignorance. Pour lui, la science médicale devait, comme toute autre science, procéder par expérimentation et formuler des lois. Il s'irritait un peu quand on la décrivait comme un art. Pendant des années, il travailla sans tapage, dans les laboratoires, dans les salles de cours, entouré de ses élèves, de ses collègues, de ses maîtres. Ses publications de l'époque s'intitulent « Du sucre gastrique et de son rôle dans la nutrition »,« De la stimulation du sucre de canne »,« Recherche sur la corde du tympan »,« Sur les fonctions du nerf spinal »,« Expérience sur le nerf facial »,« Autopsie d'un diabétique », etc., etc. Et soudain, tout a basculé. Le chercheur, quasiment anonyme, est devenu du jour au lendemain une célébrité. Non en raison d'une découverte spectaculaire ou d'une guérison prodigieuse, mais en quelque sorte par accumulation. Les foules parisiennes ne s'étaient pas subitement passionnées pour le nerf spinal ni pour la corde du tympan. Simplement, le bruit avait commencé à se répandre.
d'abord dans les milieux scientifiques et académiques, puis dans des cercles plus vastes, qu'un certain Claude Bernard était en train de révolutionner la médecine, qu'il voulait en finir avec les conceptions surannées et que ses travaux tranchaient avec ce qui se faisait avant lui. À partir de sa 40e année, toutes les portes se sont ouvertes l'une après l'autre. En 1854, il fut élu à l'Académie des sciences, qu'il avait éconduit 4 ans plus tôt. La même année, la Sorbonne créa à son intention une chaire de physiologie expérimentale. Au Collège de France, il hérita de la chaire de son maître, le professeur Magendie, comme si elle lui revenait de droit. De nombreuses académies et sociétés savantes étrangères, de Londres à Saint-Pétersbourg et de Stockholm à Constantinople, l'invitèrent à les rejoindre. Lorsqu'un accident de santé le contraignit à s'éloigner de ses éprouvettes et de ses tables de dissection, pour aller se reposer quelques mois dans son Beaujolais natal, il en profita pour prendre de la hauteur et pour commencer à écrire une introduction à l'étude de la médecine expérimentale, qui devait être le premier volet d'une œuvre plus ample, les principes de la médecine expérimentale. Celle-ci demeura inachevée, mais peu importe, l'auteur avait déjà dit l'essentiel. Soudain, l'on découvrait, par-delà le savant, un penseur, un humaniste et même un visionnaire. Henri Bergson ira jusqu'à comparer son introduction au discours de la méthode de Descartes. 2 fois seulement dans l'histoire de la science moderne, écrira-t-il, l'esprit d'invention s'est replié sur lui-même pour s'analyser et pour déterminer ainsi les conditions générales de la découverte scientifique. En mai 1868, Claude Bernard fut élu à l'Académie française. 1 an plus tard, il fut nommé par Napoléon III sénateur de l'Empire. Il se trouvait alors au sommet de sa gloire et peu de gens savaient à quel point il était malheureux. Il avait fait à 31 ans, par l'entremise de quelques amis, un mariage arrangé. Le procédé n'était pas inhabituel à cette époque-là et les conditions semblaient propices. Claude venait de réussir au concours d'externat et Marie-Françoise, dite Fanny, fille d'un éminent médecin parisien, avait une dot considérable qui était censée mettre le ménage à l'abri du besoin. Très vite, cependant, les choses s'étaient mal passées. Elle s'attendait à avoir une vie sociale, lui était absorbé par ses travaux. Les rares fois où il prenait des vacances, il se rendait aussitôt chez sa mère, dans le Beaujolais. Bien plus grave que tout cela, le premier enfant du couple, un garçon, n'a vécu que 3 mois. Ils avaient eu ensuite 2 filles et un autre garçon, puis ce dernier était mort, lui aussi en bas âge. Ces épreuves avaient renforcé chez les 2 conjoints l'amertume, l'acrimonie, la méfiance et la désaffection. Ils ne cessaient de s'éloigner l'un de l'autre, sans doute n'y avait-il jamais eu entre eux une complicité, mais au bout de quelques années, ils en étaient arrivés à se haïr. Leur conflit éclata au grand jour lorsque Fanny Bernard s'engagea publiquement dans un combat passionné contre la vivisection animale. Son mari voyait dans ce procédé un mode d'expérimentation irremplaçable et il le recommandait ardemment à ses disciples. Pour elle, c'était de la torture, c'était cruel et monstrueux. Leurs 2 filles prirent fait et cause pour leur mère. Ceux qui jalousaient le savant se gaussaient de cette querelle. Ses amis s'en affligeaient. La plupart des gens trouvaient la chose cocasse. Au sein de la famille, c'était un cauchemar de chaque instant. Fanny finit par dire à Claude de ne plus s'approcher d'elle parce qu'il sentait la charogne. Il dut quitter le domicile conjugal pour s'installer dans un petit appartement, rue des Écoles, juste en face du Collège de France, là même où s'élève aujourd'hui sa statue. Et il demanda la séparation qui lui fut accordée par décision de justice en 1870. Fort heureusement pour lui, il avait rencontré l'année précédente
une personne qui allait ensoleiller son existence. Jamais ils n'habiteront sous le même toit, et rien ne permet d'affirmer que leur relation fut autre chose que platonique et principalement épistolaire. Mais cette dame comptera pour lui plus que tout être au monde et jusqu'à son dernier souffle. Marie-Sara Rafalović était mère de 3 enfants et elle vivait, semble-t-il, en bonne entente avec son mari Herman. Il avait été banquier à Odessa, puis la famille avait émigré en France au lendemain du tout premier pogrom de l'Empire des Tsars, qui avait eu lieu à Odessa, justement, lors des fêtes de Pâques 1859. Marie était fortunée, cultivée et fort belle, avec des yeux légèrement bridés. Elle parlait plusieurs langues, écrivait parfois dans les journaux et suivait de près la vie culturelle et mondaine. C'est au Collège de France qu'elle rencontra le grand homme dont elle allait devenir la confidente. Il n'était pas rare que des auditeurs libres viennent assister aux leçons d'un professeur renommé. Quelquefois, c'étaient des personnages illustres. Claude Bernard avait eu l'occasion de faire son cours en présence de Gustave Flaubert, de Théophile Gautier, de l'empereur du Brésil Pedro II, ainsi que du prince de Galles, le futur Édouard VII. Marie y était venue la première fois par pure curiosité. Elle n'avait pas un intérêt particulier pour la matière enseignée, mais elle avait entendu parler de l'homme, de son caractère, de ses découvertes, et elle avait envie de le voir de près. Et il l'avait remarqué, bien sûr. L'assistance ne comptait qu'une 50aine de personnes, et si une si belle femme habillée avec distinction ne pouvait passer inaperçue. Elle reviendra encore plus d'une fois. Et un jour, elle lui laissera un mot pour lui demander un conseil de santé. C'était là, il faut bien le dire, une ruse de midinette. Chacun savait que le physiologiste se cantonnait dans la recherche et l'enseignement. Mais il lui répondra courtoisement en lui donnant le nom d'un praticien de ses amis qu'elle ira voir. Elle lui écrira à nouveau pour le remercier de son conseil et lui dire qu'elle souhaitait le recevoir à sa table, ce qu'il acceptera sans manière. Cette aimable personne arrivait dans sa vie au meilleur moment possible. Désemparé par la faillite de son couple, il l'était encore plus par la mort récente de sa mère, à laquelle il était extrêmement attaché. La présence à ses côtés d'une amie intelligente, discrète, affectueuse, admirative, était un cadeau du ciel. Dès le commencement de leurs échanges, il se sentit suffisamment en confiance pour lui faire part de ses peines. La coupe de la vie a toujours été pour moi remplie d'amertume, et aujourd'hui plus que jamais. Néanmoins, je sauve les apparences et passe pour un homme très heureux. Et aussi ses joies. Pour le moment, je suis transformé en vigneron, lui écrit-il lors d'un séjour dans le Beaujolais. Ce sont là des occupations familières et au milieu desquelles je suis né. Elles me sont certainement plus agréables que de composer des discours académiques. Il lui adressera en 9 ans près de 500 lettres qui sont aujourd'hui conservées ici même à la bibliothèque de l'Institut. Une précieuse donation de Madame Rafalović qui cependant fera disparaître celle qu'elle avait écrite elle-même, estimant qu'elle n'avait aucun intérêt. Peut-être contenait-elle des notes trop intimes. Il faut dire qu'elle lui écrivait à une adresse où il vivait seul et où il décachetait lui-même son courrier, tandis qu'il lui écrivait à son domicile et se devait donc de demeurer retenu. Sans doute trouve-t-on ça et là quelques mots chaleureux. Chez vous, chère madame, il y a une harmonie complète. La beauté de l'âme correspond à la beauté du corps, mais de tels compliments ne sont pas fréquents sous sa plume, et jamais il ne l'appellera par son prénom. Jusqu'au bout, il continuera à lui donner du « chère madame ». L'un des intérêts de cette correspondance, c'est qu'on y voit Claude Bernard s'exprimer librement sur des thèmes qu'il n'avait jamais l'occasion d'aborder en public. Par exemple, sur la défaite de la France en 1870 dans sa guerre contre la Prusse.
un événement qu'il vécut, à l'instar d'un grand nombre de ses compatriotes, comme une tragédie personnelle. Je ne me croyais pas destiné à être témoin de tous les malheurs de mon pays, qu'un odieux vainqueur peut maintenant parcourir sans obstacle et avec insolence. Sans effet, la France est en face d'un ennemi implacable dans la victoire et qui, non content de la ruiner, veut la déshonorer. Lorsque le monstre germanique, qui ose encore parler au nom de la civilisation, aura lâché sa proie, après l'avoir ravagée, piétinée et démembrée, elle sera réellement morte. Dans le XXe siècle, on dira « ici existait la France, là fut Paris ». Ces propos excessifs semblent lui avoir valu les reproches de sa correspondante, puisqu'il se sentait obligé de lui dire 9 jours plus tard « Je vous demande pardon d'avoir exprimé dans ma dernière lettre des sentiments qui n'ont pas vibré à l'unisson des vôtres. D'ailleurs, brûlez ma lettre. » Est-ce son pessimisme qui avait déplu à Marie, ou bien sa rhétorique nationaliste? Peut-être les deux à la fois. Ce qui est certain, c'est qu'elle se garda bien de brûler la lettre. Au bout de quelques mois, Claude Bernard revint dans sa correspondance à de toute autre préoccupation. Son vignoble, ses expériences sur la culture des violettes, les épreuves d'un prochain livre que son éditeur lui demandait de corriger, et plus que tout, son état physique. Il évoquait constamment ses migraines, son extrême fatigue, sa constitution fragile, ses alitements. Il donnait l'impression d'être bien plus âgé qu'il ne l'était. Sa santé ne cessait de décliner. En janvier 1878, il griffonna d'une écriture à peine lisible sa toute dernière lettre. Juste le 1er de l'an, j'ai été repris d'un accès épouvantable de rhumatisme abdominal. Je souffre horriblement. Après, il n'écrira plus à sa confidente, sans doute parce qu'elle sera chez lui tous les jours. Quand il s'éteindra le 10 février, à 64 ans, c'est elle qui fera venir le sculpteur qui réalisera son masque mortuaire. La mort de Claude Bernard suscita un grand émoi en France. Le gouvernement décida d'organiser pour lui des funérailles nationales, la première fois qu'un savant était honoré de la sorte. 4000 personnes suivirent son cortège jusqu'à l'église Saint-Sulpice, puis jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Les orateurs se succédèrent à la tribune pour saluer en lui le fondateur de la médecine moderne. Et certains de ceux qui le connaissaient depuis longtemps soulignèrent le fait que son destin si exceptionnel l'avait cependant éloigné de ce dont il rêvait dans sa jeunesse, à savoir le théâtre et la littérature. De fait, jamais il n'était revenu vers ses premières passions. Il allait cependant avoir, dans ces domaines, une influence. On pourrait même dire un héritage. Quand Émile Zola publiera en 1880 son manifeste naturaliste, il l'intitulera « Le roman expérimental », en expliquant dès les premiers paragraphes « Je n'aurai à faire ici qu'un travail d'adaptation, car la méthode expérimentale a été établie avec une force et une clarté merveilleuses par Claude Bernard dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Ce livre d'un savant dont l'autorité est décisive va me servir de base solide. Je trouverai là toute la question traitée et je me bornerai comme argument irréfutable à donner les citations qui me seront nécessaires. Ce ne sera donc qu'une compilation de textes, car je compte sur tous les points me retrancher derrière Claude Bernard. Le plus souvent, il me suffira de remplacer le mot médecin par le mot romancier pour rendre ma pensée claire et lui apporter la rigueur d'une vérité scientifique. Le jeune Claude Bernard aurait été réconforté s'il avait pu lire ce texte de Zola. En renonçant à ses ambitions littéraires pour se consacrer à la science, il avait fait, en fin de compte, le meilleur choix possible. Non seulement ses travaux allaient marquer durablement l'histoire de la médecine, mais ils allaient également laisser leur empreinte par ricochet sur l'histoire de la littérature.